Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur les états de vigilance, c'est-à-dire le sommeil ou les sommeils et l'éveil, carte qui se terminera par quelques remarques sur la conscience. Alors voici la carte mentale en question, donc sur ces états de vigilance et ces quelques remarques sur la conscience, une carte qui est constituée donc d'un certain nombre de branches, une introduction, un zoom sur la question des rythmes. Nous nous intéresserons ensuite aux caractéristiques du sommeil et de l'éveil, à une structure qui s'appelle la formation réticulée, puis à la neurophysiologie des états de vigilance. Ensuite, nous porterons un regard rapide sur les troubles du sommeil ainsi que les niveaux de conscience. Commençons donc avec une introduction concernant donc ces états de vigilance. On peut évoquer pour commencer l'état de veille ou d'éveil, que l'on peut définir, pour en donner une définition simple pour commencer, comme étant un état mental dans lequel nous avons une certaine conscience, au sens de connaissance de nous-mêmes, de ce qui se passe en nous, de ce que nous faisons et de l'environnement qui nous entoure. Alors c'est un état qui est caractérisé par certains critères comportementaux, une bonne réactivité aux stimulations sensorielles, une certaine activité motrice, normalement il y a différents comportements qui vont pouvoir se réaliser. Et c'est un état qui va aussi se caractériser par des ondes cérébrales spécifiques. Si on veut définir le sommeil déjà de manière assez générale, on verra pourquoi on peut mettre un S à sommeil, on verra qu'en réalité il y a deux formes de sommeil. Donc si on reste assez général, on peut dire que le sommeil, lui aussi correspond à un état mental pendant lequel, eh bien là, la conscience va être suspendue, la conscience toujours au sens de connaissance. En revanche, cette conscience va facilement pouvoir revenir, ce qui fait que le sommeil est à distinguer d'un état d'hibernation par exemple, ou encore d'un coma. Le sommeil va aussi se caractériser par un certain nombre de critères comportementaux. On peut évoquer peut-être déjà une posture qui, pour l'être humain, va être allongée, les yeux fermés en règle générale, avec une réactivité sensorielle qui va être diminuée par rapport à ce qu'on observe durant l'état d'éveil. Et il en est de même aussi pour l'activité motrice qui, elle aussi, est réduite. Et le sommeil, lui aussi, se caractérise par des ondes cérébrales spécifiques sur lesquelles nous reviendrons. Alors on peut souligner le fait que l'état de repos, c'est quelque chose qui est universel, qu'on retrouve chez tous les êtres vivants, avec d'ailleurs des études qui ont été faites aussi bien chez les végétaux que chez les animaux, entre autres êtres vivants. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on observe chez les organismes qu'il y a une alternance entre des moments où une activité va être réalisée, des moments d'activité, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi l'éveil, si on considère l'être humain, et des temps de repos. Alors ce repos, on peut le qualifier à proprement parler vraiment de sommeil. On va parler essentiellement de sommeil pour les mammifères et les oiseaux, avec des variations concernant ce sommeil chez les différentes espèces. Par exemple, un chat va présenter une grande quantité de sommeil chaque jour, alors qu'une vache, par exemple, présentera des quantités de sommeil qui seront moindres. On note aussi des choses un peu particulières avec, par exemple, un hémisphère cérébral qui peut présenter un état de sommeil, tandis que l'autre présente un état d'éveil. C'est le cas par exemple chez les cétacés, c'est le cas aussi chez certains oiseaux migrateurs. Donc, on va essentiellement parler de sommeil chez ces organismes qui se caractérisent aussi par le fait qu'il s'agit d'homéothermes, d'organismes qui vont maintenir une température corporelle constante. Pour les autres organismes, parfois on peut parler de sommeil, mais on va plus volontiers parler d'un état de dormance. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement donc, le sommeil de l'humain. On peut décrire un peu les grandes caractéristiques donc, du sommeil chez l'humain. Donc, depuis sa naissance, donc, le nouveau-né va présenter des périodes de sommeil, enfin une quantité de sommeil chaque jour qui va être assez importante, entre 14h et 20h. Alors, 20h, c'est peut-être un nombre un peu important, on va dire peut-être entre 14h plutôt et 17h, mais en tout cas, voilà, une grande quantité de sommeil chaque jour, mais c'est un sommeil qui va être morcelé en période de 3 à 4 heures. Donc on va parler d'un sommeil dit polyphasique. Et ce sommeil, initialement, il est assez peu organisé et pendant les 2 à 3 premiers mois de vie, il va progressivement s'organiser. Si bien que chez le bébé puis chez le petit enfant, on va voir que le sommeil s'organise au profit d'un long sommeil nocturne avec un nombre de siestes qui va lui aussi s'organiser et diminuer. On peut donner comme exemple pour illustrer l'ensemble
ce qui se passe à 4 ans. Alors bien sûr, ça reste toujours une illustration moyenne, mais à 4 ans, en moyenne, on va observer un long sommeil nocturne d'une dizaine d'heures et puis une sieste d'environ 2 heures. Chez l'enfant, on observe donc une disparition de la sieste. Après, bien sûr, ça varie selon les enfants, mais globalement, en moyenne, on observe un long sommeil nocturne, donc un sommeil monophasique, pris en une seule fois, d'une durée de 10 heures. Chez l'adolescent, la durée globale de sommeil diminue assez peu, on est toujours à 9 heures. Par contre, l'envie de dormir va survenir plus tardivement dans la journée, ce qu'on relie à des changements hormonaux. Chez l'adulte, en moyenne, on peut évoquer 7h30 de sommeil par 24 heures, là aussi avec des variations. Parfois, c'est plutôt la durée de 8 heures qui est donnée, mais en tout cas, on tourne autour de ces quantités de sommeil-là, ce qui correspond aussi, bien sûr, à un sommeil monophasique. Chez la personne âgée, on constate qu'il va y avoir éventuellement une diminution de la durée de sommeil nocturne et surtout, en fait, ce sommeil nocturne va avoir tendance à être plus léger. Donc, souvent avec un ressenti aussi moins agréable, la sensation de ne pas avoir bien dormi, d'être moins reposé, qui va avoir tendance à être plus fréquente. Et parfois, chez la personne âgée, on va aussi voir réapparaître la sieste. Alors on peut se poser la question de la durée optimale du sommeil. On peut dire que pour évaluer sa durée optimale de sommeil, il faut plutôt se tourner vers l'éveil et évaluer la qualité de l'éveil. C'est-à-dire que si on se réveille reposé, s'il n'y a pas de somnolence diurne, on peut se dire que globalement on a dormi assez bien et suffisamment. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas dormir autant que nous en avons besoin? Eh bien, il va y avoir un manque de sommeil qui va exister, va se constituer une dette de sommeil avec différents troubles qui peuvent apparaître, des troubles de l'humeur, une irritabilité par exemple, des troubles de la cognition, donc des difficultés à mémoriser des éléments, à les chercher dans sa mémoire, des difficultés attentionnelles et ainsi de suite. Tout ça, ça peut entraîner des erreurs dans les raisonnements et donc des accidents. Il y a souvent des liens qui ont été faits entre justement des manques de sommeil et des grands accidents industriels qui ont pu survenir ou tout simplement des accidents de la route. Et puis, quand la dette de sommeil est importante, il peut même y avoir des hallucinations. C'est ce que rapportent en particulier les marins au long cours qui naviguent en solitaire. Alors on peut dire un mot sur les records de privation du sommeil. Chez l'humain, alors depuis le 19e siècle, il y a plusieurs expériences qui ont été faites, mais on peut évoquer en particulier donc un record établi dans les années 60 par un étudiant qui désirait observer les effets d'une privation de sommeil sur lui et qui est resté 11 jours sans dormir. L'intérêt aussi, c'est qu'il a été observé par les grands scientifiques de l'époque, notamment Dement, qui est venu à son chevet l'observer. Voilà, alors d'autres personnes ont essayé de battre ce record, je crois que ça a été battu de quelques heures, enfin ça permet de se donner juste une idée et de noter aussi que la privation de sommeil chez l'animal aboutit systématiquement à la mort de l'animal, ce qu'on relie aussi au fait que c'est une situation de stress intense qui est aussi à mettre en lien avec la mort de l'organisme. C'est toute la différence avec l'humain qui choisit, notamment l'étudiant qui était motivé justement pour essayer de ne pas dormir. Ça fait une grande différence avec l'expérimentation animale. Intéressons-nous maintenant à la question des rythmes. Et notons pour commencer que sur Terre, il existe tout un tas de rythmes, en particulier un rythme qui est le rythme le plus apparent, qui est ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est un rythme qu'on peut aussi appeler rythme jour-nuit, au rythme de 24 heures ou encore rythme nictéméral, donc ça c'est vraiment différentes façons de le nommer, mais on désigne à la fois la même chose qui est ce rythme sur 24 heures, donc ce rythme jour-nuit, circadien ou nictéméral. Il existe aussi des rythmes plus rapides et donc qui durent moins longtemps que 24 heures, qu'on appelle rythme ultradien, c'est par exemple le rythme des marées qui se fait sur 12 heures. Et il y a des rythmes qui sont plus lents, plus longs que 24 heures. On va parler de rythme infradien. C'est le cas du rythme annuel avec donc les différentes saisons qui vont s'enchaîner sur une durée de 1 an. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces rythmes qui existent sur Terre, toutes ces cadences de l'environnement, justement, vont rythmer les organismes, y compris l'humain.
Donc c'est-à-dire que ces cadences de l'environnement vont rythmer les comportements qui vont être développés par les organismes, avec notamment une certaine période de sommeil, certaines périodes d'éveil, avec des organismes qui vont être nocturnes, d'autres qui vont être diurnes, et ainsi de suite. Et au-delà de ça, donc, quand on parle des comportements, on évoque quelque chose de plus macroscopique, mais ça va aussi avoir un impact à un niveau microscopique. C'est toute la physiologie, toute la biochimie, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps qui vont finalement être influencées par ces cadences de l'environnement. Donc on peut clairement dire qu'il y a un accordage qui va se faire entre les rythmes donc de l'organisme et ceux de l'environnement, et c'est quelque chose qui est indispensable à la survie, et d'une certaine manière on peut dire qu'au cours de l'évolution, ces cadences de l'environnement ont aussi conditionné finalement le fonctionnement du système nerveux. Et on retrouve du reste, quand j'évoquais le fait que par exemple un chat dort plus longtemps qu'une vache, il y a effectivement une composante génétique au sommeil. On sait d'ailleurs que des vrais jumeaux vont avoir un sommeil qui est relativement plus similaire que des faux jumeaux. Donc il y a clairement une composante génétique qui est ici en jeu. Donc si on reprend, si on se centre plus spécifiquement sur les états de vigilance de l'être humain, on peut dire que ces états de vigilance vont suivre un rythme circadien. Et on va retrouver aussi des rythmes ultradiens et infradiens chez l'humain. Concernant les rythmes ultradiens, si on s'intéresse à l'état d'éveil présenté par l'humain en journée, là encore si on prend l'humain moyen, on va voir qu'il y a différentes formes d'éveil qui vont se succéder au sein d'un continuum, et qu'il en est de même la nuit. Il y a différents types de sommeil qui vont se succéder. Il existe également des rythmes infradiens, avec notamment des modifications mensuelles qui peuvent survenir, qu'on observe en particulier donc dans le cycle féminin. Et puis on peut aussi évoquer des modifications annuelles, saisonnières, qui peuvent survenir. Nous pouvons maintenant nous intéresser à la question de l'horloge biologique, qui est une notion qui a émergé avec une discipline qui est la chronobiologie. Alors qu'est-ce que c'est que la chronobiologie ? C'est on va dire une partie de la biologie qui s'intéresse justement au rythme des organismes, en lien aussi avec les rythmes de l'environnement. Et donc des expériences de chronobiologie ont été réalisées qui ont consisté à s'isoler justement des rythmes de l'environnement pour voir comment évoluent les rythmes de l'organisme. Donc des personnes se sont isolées. Pour les premières, on peut citer notamment Michel Siffre ou encore Véronique Le Guen pour des expérimentations faites en France, qui sont isolées en général dans des gouffres. On constate que quand on est isolé de l'environnement, donc quand il n'y a plus de donneur de temps, les donneurs de temps, c'est notamment l'apparition du soleil et puis sa disparition chaque jour, ça va être aussi après tous les rythmes sociaux, quand on supprime justement tous ces donneurs de temps, on constate qu'un rythme spontané d'éveil-sommeil va s'établir et va tourner sur 25 heures. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les premiers temps où la personne est isolée. Et quand la personne est isolée pendant un temps plus long, par exemple après plusieurs semaines d'isolement, on constate qu'il y a certains rythmes qui vont continuer à tourner sur 25 heures, d'autres non. Ce qui ne reste pas stable sur 25 heures, ce sont les rythmes éveil-sommeil, ainsi que la sécrétion de certaines hormones, avec des rythmes qui vont tourner sur 12 heures ou sur 60 heures, et puis y avoir des variations. Mais voilà, il y a toujours un certain rythme qui se fait, seulement la durée de chaque cycle va être changée. En revanche, il y a d'autres rythmes qui vont rester stables sur 25 heures. C'est le cas notamment de la température qui va varier sur 25 heures, et c'est le cas aussi de certaines hormones, de certaines sécrétions d'hormones. Ce qui fait aussi qu'il y a une forme de désynchronisation qui peut se faire, puisque de manière assez générale, on va plutôt dormir en période de température plus faible et être réveillé en période de température plus importante. Donc ces observations faites en chronobiologie laissent penser qu'il existe plusieurs horloges biologiques. On parle aussi d'oscillateurs, et on
peut notamment évoquer l'existence de deux oscillateurs, un oscillateur fort et un oscillateur faible. L'oscillateur fort, il est peu dépendant de l'environnement, il va justement garder son rythme sur 25 heures. Donc il a une inertie assez importante puisqu'il va conserver ce rythme, hein, même après plusieurs semaines d'isolement, et c'est un oscillateur qu'on va relier justement à la modulation de la température corporelle chaque jour et de la sécrétion de certaines hormones. L'oscillateur faible, lui, il est plus dépendant de l'environnement, il a une inertie qui est faible, il se dérègle facilement, mais il va aussi être réglé chaque jour justement par les rythmes de l'environnement, donc c'est pas un problème évidemment quand les donneurs de temps sont là. Et cet oscillateur faible, on peut l'associer à la synchronisation justement des rythmes éveil-sommeil et des sécrétions d'hormones associées. On peut dire un mot sur ce qu'on appelle les altérations de rythme. On peut parler plus spécifiquement d'altérations de phase. Il existe des altérations de phase d'origine externe, d'autres d'origine interne. Les altérations de phase d'origine externe, on va les observer. Alors ça peut être quand on fait les 3-8, quand on a donc des horaires de travail qui sont décalés. Et c'est aussi typiquement ce qu'on observe en cas de vol transméridien, quand on passe plusieurs méridiens et qu'on quitte un pays, on se retrouve très rapidement dans un autre pays dans lequel le rythme est décalé par rapport au rythme du pays initial dans lequel on était. Donc ce qui se passe, c'est que très rapidement, finalement, l'oscillateur faible va se remettre à l'heure du pays, au lever du soleil, au coucher du soleil du nouveau pays dans lequel on arrive. Par contre, l'oscillateur fort, on a dit, il a une inertie qui est plus importante, il va avoir du mal à se recaler, hein, se régler sur l'heure du pays dans lequel on arrive. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir une désynchronisation avec typiquement ce que j'évoquais, hein, le fait de dormir en période chaude où la température est un peu plus élevée, d'être réveillé pendant que la température est un peu plus fraîche dans le corps. Donc ça correspond finalement, cette désynchronisation, à tous ces ressentis qu'on peut qualifier de malaise, du jet lag, hein, donc du décalage horaire. À côté de ça, il y a des altérations donc de phase qu'on va qualifier d'altérations de phase d'origine interne, qu'on va observer donc dans un certain sens ou dans l'autre. Chez des personnes, on va parler d'une altération de phase avec avance de phase. Typiquement, c'est ce qu'on observe chez les personnes dites couche-tôt, qui vont avoir la sensation, le besoin d'aller se coucher assez tôt. À l'opposé, on a les personnes qu'on va qualifier de couche-tard, qui vont présenter un retard de phase et qui vont ressentir l'envie d'aller se coucher plus tardivement. Quand je dis plutôt plus tardivement, hein, c'est par rapport au moment de lever, de coucher du soleil. Donc par rapport aux cadences de l'environnement. Et puis il y a des personnes qui vont présenter des périodicités anormales. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de régularité, c'est-à-dire que leur propre rythme va se décaler chaque jour, si bien que parfois ces personnes vont être adaptées au temps de jour et de nuit, ils vont pas avoir de soucis, puis par moments elles vont avoir envie de dormir pendant la journée et être réveillées la nuit. Donc dans ce cas-là, il y a un décalage qui se fait régulièrement. À côté de ces deux oscillateurs, on pense qu'il y a tout un tas d'oscillateurs secondaires et que probablement chaque cellule en fait va avoir son propre rythme avec l'ensemble des cellules qui vont en fait s'accorder chez l'organisme. Il existe néanmoins une structure qu'on a identifiée comme étant un peu l'horloge biologique dans le corps qui contient probablement ces deux oscillateurs, qui est le noyau suprachiasmatique, ou NSC, constitue au niveau du diencéphale dans une structure qui est l'hypothalamus. Alors il y a pas mal d'expériences qui ont été menées, notamment chez le hamster. On constate que si on fait une stimulation du noyau suprachiasmatique, ça va entraîner des modifications du rythme circadien, ça va par exemple le décaler dans le temps. S'il y a des lésions du noyau suprachiasmatique, ça va affaiblir les rythmes circadiens qu'on va observer chez l'animal. Si on supprime le noyau suprachiasmatique, il ne va plus y avoir du tout de rythme circadien. Alors par contre, l'éveil et le sommeil vont toujours être possibles. Par contre, ça va être ça va se produire à n'importe quel moment. Il n'y aura plus du tout de rythme concernant l'éveil et le sommeil.
On constate que si on supprime le noyau suprachiasmatique et qu'on regreffe le noyau suprachiasmatique, eh bien, on va rétablir les rythmes circadiens. Il y a même des observations qui ont été faites avec des hamsters qui présentent des durées de cycles qui ne sont pas les mêmes. Mettons des hamsters qui ont une durée, une horloge qui tourne sur 20 heures et d'autres sur 24 heures, par exemple. Eh bien, si on supprime le noyau suprachiasmatique chez un hamster qui tourne sur 20 heures et qu'on greffe le noyau suprachiasmatique d'un hamster qui tourne sur 24 heures, eh bien le hamster qui tournait sur 20 heures, qui reçoit le noyau suprachiasmatique qui tourne sur 24 heures, va présenter dorénavant un rythme sur 24 heures. Ce qui souligne le fait que ce noyau suprachiasmatique va imposer ce rythme. Et on constate que si on fait une culture donc de noyau suprachiasmatique, in vitro, eh bien on va voir que les cellules du noyau suprachiasmatique présentent une activité métabolique qui va avoir un rythme circadien. Donc on peut vraiment parler d'une véritable horloge moléculaire et il y a des gènes qui ont été identifiés. Chez la drosophile, on a identifié notamment deux gènes, un gène PER et un gène dit TIME, qui vont présenter une activité particulière. On va voir que l'expression effectivement de ces gènes va varier sur une période de 24 heures en fonction donc, du jour et de la nuit comme nous avons pu le détailler. On a aussi identifié un certain nombre de gènes, notamment un gène clock chez la souris. C'est pour ça qu'on peut dire que finalement chaque cellule va présenter aussi un certain rythme lié à cette activité rythmique régulière qui existe au niveau des gènes, en lien aussi avec l'environnement. Alors, le noyau suprachiasmatique, donc il a un certain rythme, et on l'a dit, quand on est isolé de l'environnement, donc on va tourner, l'être humain va tourner plutôt sur 25 heures, donc quand il vit dans son environnement où existe le jour et la nuit, eh bien le jour et la nuit vont remettre régulièrement à l'heure, en fait, cette horloge interne, et ça va se faire notamment par des voies qui s'appellent voies rétino-hypothalamiques, ce qui fait qu'on va effectivement bien tourner sur 24 heures. Alors ces voies rétino-hypothalamiques, elles partent de la rétine, au niveau de laquelle on trouve des photorécepteurs qui présente un pigment particulier qu'on appelle la mélanopsine, qui va être sensible finalement au degré d'ensoleillement. Et ces informations vont être remontées vers le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. C'est pour ça qu'on appelle ces voies rétino-hypothalamiques. Et c'est ce qui va permettre chaque jour, avec ces signaux forts, qui sont les rythmes jour-nuit, ces signaux forts vont remettre en permanence, garder à l'heure justement ce noyau suprachiasmatique. Et ce noyau suprachiasmatique, on sait qu'il projette vers tout un tas d'autres structures nerveuses et il va moduler leur rythme, et au final c'est le rythme de l'organisme dans sa globalité qui va être maintenu et adapté à l'environnement. Alors, nous allons maintenant nous pencher sur les caractéristiques du ou des sommeils et de l'éveil. Alors, notons déjà une chose, c'est que le système nerveux n'est jamais au repos. On est loin de l'idée que le système nerveux serait en activité pendant l'éveil et s'arrêterait de fonctionner pendant le sommeil. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, le système nerveux n'est jamais au repos. Par contre, les mécanismes et les structures qui vont présenter une activité vont changer. L'activité peut se modifier. Alors avant d'explorer justement ce qui se passe pendant ces différents états de vigilance, on peut dire un mot sur ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, qui est une technique qui a été mise au point en 1929 par Hans Berger et qui permet d'enregistrer donc l'activité électrique du cortex cérébral en posant sur le scalp, donc sur la peau du crâne, des électrodes. L'intérêt donc de cette technique, c'est qu'elle va permettre d'enregistrer un petit peu ce que font les neurones du cortex cérébral. Alors au niveau spatial, c'est pas extrêmement précis puisque c'est l'activité d'un grand nombre de neurones qui va être récupérée par chaque électrode. Par contre, c'est une technique qui est assez bonne sur le plan temporel, puisque dès que l'activité électrique change au niveau du cortex cérébral, le dispositif va le détecter. Donc on obtient avec ce système un tracé, un signal qui va être enregistré, qu'on peut appeler le EG ou électroencéphalogramme, qui va se caractériser par son aspect, c'est-à-dire qu'on va caractériser ce signal qui ressemble un petit peu à une sorte de gribouillis, c'est un petit trait qui va en permanence un peu bouger. On va pouvoir identifier des signaux qu'on va appeler des ondes, qui ne sont pas de véritables ondes, mais on va pouvoir quand même caractériser ce signal par sa fréquence, donc la fréquence des ondes, et puis l'amplitude des ondes. Alors, de manière assez générale,
on décrit 4 grands types d'ondes. Les ondes bêta, ce sont des ondes qui ont une fréquence comprise entre 14 et 60 Hz en moyenne. On a des ondes alpha, des ondes θ, des ondes delta. Les ondes delta ont une fréquence, vous voyez, beaucoup plus basse, entre 0,5 et 4 Hz. En fait, globalement, en passant des ondes bêta aux ondes delta, on a une fréquence qui diminue. Et l'amplitude, par contre, va augmenter. Pour les bêta, on est sur 16 à 25 microvolts d'amplitude. Pour les delta, on est sur 100 à 200 microvolts d'amplitude. Alors, ces différentes ondes, on les observe donc à certains moments de la vigilance. Les ondes alpha et bêta, on les observe chez les personnes éveillées. Les ondes bêta, quand les yeux sont ouverts. Les ondes alpha, quand les yeux sont fermés. Alors, essentiellement, on va les observer au niveau de la région occipitale, c'est-à-dire au niveau de la région où se trouve le cortex visuel primaire, notamment. Donc effectivement, on peut se dire que quand les yeux sont fermés, il n'y a plus les mêmes signaux qui parviennent au cortex visuel, donc l'activité va effectivement être modifiée dans cette région. Les ondes θ et delta, elles s'observent pendant le sommeil, en particulier ce qu'on appelle le sommeil lent. Alors, on peut souligner une certaine chose concernant donc ce signal qui se caractérise par la fréquence et l'amplitude des ondes. Et ce signal va dépendre de la manière dont se réalise l'activité nerveuse. On a dit que chaque électrode enregistre donc un grand nombre de cellules nerveuses situées au niveau du cortex cérébral. Et bien suivant que toutes ces cellules ont une activité synchronisée ou pas, le signal va présenter un aspect variable. Si les neurones donc présentent des activités synchrones, les décharges vont être synchrones. À ce moment-là, le signal qu'on va... j'ai pris le cas qui est figuré ici, donc je vais reprendre. Si les neurones présentent des décharges, des activités asynchrones, on va commencer par ce cas-là, à ce moment-là, le signal qui va être enregistré va être dit rapide, c'est-à-dire qu'il va beaucoup varier, il va être très accidenté en fait ce signal, il va présenter donc une haute fréquence, et puis il va être assez peu ample, son amplitude donc sera faible. Au contraire, si l'activité des différents neurones est synchronisée, donc les décharges vont être synchrones des neurones, le signal qu'on va enregistrer va être un signal qui va être peu accidenté, puisqu'en gros, tous les neurones vont présenter une variation d'activité au même moment, donc le signal va être plus lent, la fréquence va être plus basse, et ces différentes activités vont s'additionner les unes aux autres, du coup, le signal va être plus ample, on va avoir une grande amplitude dans ce cas. Alors, qu'est-ce qui impacte justement l'activité du cortex? Eh bien, l'activité du cortex cérébral va être sous la dépendance notamment de neurones thalamiques, qui sont les neurones thalamocorticaux, situés donc dans le thalamus, qui est la porte d'entrée pour les informations vers le cortex cérébral. Donc, neurones thalamocorticaux situés dans le thalamus qui projettent sur le cortex. Et il se trouve que ces neurones thalamocorticaux, eh bien, ils peuvent présenter deux modes d'activité. Ils peuvent être en mode transmission ou en mode burst ou bouffée. Quand ils sont en mode transmission, eh bien, si on s'intéresse au potentiel de membrane de ces neurones, il va être assez proche du seuil de dépolarisation. Ça veut dire que dès qu'ils reçoivent des informations de la part d'autres structures, ils vont les relayer, ils vont les envoyer vers le cortex cérébral. Ça veut dire qu'ils vont décharger assez fréquemment et ils ne vont pas le faire de façon spécialement synchronisée. Donc en gros, tous les signaux qui arrivent au thalamus vont être envoyés au niveau du cortex cérébral qui va lui aussi présenter une activité asynchrone. À ce moment-là, le jet enregistré sera rapide et peu ample. Au contraire, si les neurones thalamocorticaux sont en mode burst ou en mode bouffée, dans ce cas-là, le potentiel de membrane de ces neurones va être hyper polarisé. Ils vont avoir plus de mal finalement à atteindre leur seuil de dépolarisation et à laisser passer les signaux vers le cortex. Mais voilà, par moment, en fait, les informations qui arrivent vers le thalamus vont pouvoir passer, mais ces informations vont passer qu'à certains moments. C'est pour ça qu'on parle de burst ou de bouffée. Il y a à certains moments des envois d'informations donc par bouffée et de façon synchronisée vers le cortex cérébral qui vont se faire, mais qui ne vont pas permettre en fait au cortex cérébral de réaliser une activité classique d'intégration des informations qui est celle qu'on observe pendant l'éveil. Ce qui veut dire aussi que cet état-là va être assez caractéristique justement du sommeil, ce qu'on va voir après.
Alors, qu'est-ce qui fait que ces neurones thalamocorticaux vont être en mode transmission ou en mode burst? En fait, ils sont influencés par une structure qui est une structure pacemaker qui, lorsqu'elle parvient à influencer ces neurones thalamocorticaux, les fait entrer en mode burst ou mode bouffée. Donc, ce pacemaker est représenté par une structure qui se trouve au niveau du thalamus, ce qu'on appelle au niveau embryologique le thalamus ventral, qui est le noyau réticulaire. Le noyau réticulaire étant une structure donc, de substance grise qui forme une sorte un peu d'enveloppe au niveau du thalamus dorsal, qu'on appelle aussi le thalamus tout court. Alors, concernant maintenant les états de vigilance, on va les décrire un petit peu plus spécifiquement. Donc, on a dit globalement, l'être humain, c'est un être diurne. Donc, le jour, il va être éveillé et on peut dire qu'il y a différents types d'éveil qui vont alterner. On peut parler d'éveil actif ou d'éveil passif. Hein. C'est un peu les deux extrêmes d'un continuum, avec l'éveil actif qui va se caractériser par une attention qu'on va facilement pouvoir orienter vers tel ou tel élément de l'environnement, avec une bonne réactivité sensorielle, une certaine activité motrice, tandis qu'avec l'éveil passif, on va s'engager davantage sur un peu une forme de repli. Pendant la nuit, eh bien, l'être humain va dormir et on va voir qu'il y a différents types de sommeil qui vont se succéder. En fait, on identifie deux types de sommeil chez l'humain, donc qu'on retrouve aussi chez les autres mammifères. On peut parler donc d'un sommeil qui va être appelé le sommeil lent, on pourra l'abréger par SL. On parle aussi de sommeil orthodoxe ou encore de non-REM sleep, qui s'oppose à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou SP ou REM sleep. Alors le sommeil lent lui-même est subdivisé en différentes phases ou différents stades. On peut parler de sommeil lent de stade 1, c'est aussi ce qu'on appelle le sommeil lent très léger. On peut parler de sommeil ensuite de stade 2, c'est ce qu'on peut appeler le sommeil lent léger. Le sommeil de stade 3 ensuite, qui est un sommeil lent dit profond, et le sommeil de stade 4, qui est un sommeil lent très profond. Parfois aussi, ce qu'on dit, c'est que les sommeils de stade 1 et 2, ça correspond globalement à du sommeil léger au sens large, et les sommeils de stade 3 et 4, ça correspond à du sommeil profond au sens large. Alors, qu'est-ce qu'on observe quand on passe d'un stade à l'autre? Quelque part, on va s'enfoncer un peu dans le sommeil, de très léger, il va devenir très profond. On constate que pendant les stades 1 et 2, le réveil est relativement facile. Il devient beaucoup plus difficile pendant les stades 3 et 4. On observe aussi une baisse du tonus musculaire qui va être de plus en plus réduit, mais qui va toujours être présent. Les yeux sont fermés, il peut y avoir quelques mouvements oculaires, mais qui vont être assez rares. En tout cas, il n'y a pas de mouvement rapide des yeux. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une absence de rapid eye movement, ce qu'on appelle les REM. Donc là, il n'y en a pas, c'est pour ça que ce sommeil est aussi appelé non-REM sleep. Si on fait un électrocardiogramme, on va voir que les mouvements, le rythme cardiaque va être assez lent et régulier. Il en est de même pour la respiration qui est lente et régulière. Le EEG va être un EEG synchronisé, c'est-à-dire un EEG lent et ample. Et ce sommeil lent, l'enchaînement de ces 4 phases va durer entre 1h10 et à 1h40. Autre forme de sommeil, le sommeil paradoxal ou REM sleep. C'est un sommeil pendant lequel le réveil est difficile. Le tonus musculaire pendant ce sommeil va disparaître. On a donc ce qu'on appelle une atonie, donc une paralysie qui va survenir. Alors, parfois, il peut y avoir de brefs retours de tonus, mais globalement, on observe une atonie pendant ce sommeil. Les yeux sont fermés pendant ce sommeil, mais on voit les globes oculaires qui bougent sous les paupières closes, avec donc ces mouvements qui sont qualifiés donc, de mouvements rapides des yeux, de REM, Rapid Eye Movement. L'électrocardiogramme va être relativement rapide, c'est-à-dire proche de celui de l'éveil, et va présenter, par contre, à la différence de ce qu'on observe pendant l'éveil, va parfois une certaine irrégularité. Il en est de même pour la respiration rapide et qui peut être irrégulière. Le EEG, lui aussi, va être assez rapide, assez peu ample, ça ressemble à un EEG d'éveil, et donc le sommeil paradoxal, lui, dure 10 à 15 minutes. Alors, ce sommeil paradoxal, SP, il a aussi été appelé le sommeil des rêves. Il tend d'ailleurs à toujours être appelé de cette manière. En tout cas, il a été appelé sommeil des rêves parce que les rêves ont d'abord été associés au sommeil paradoxal. Mais on sait aussi maintenant qu'ils se produisent pendant le sommeil lent.
D'autre part, la notion de sommeil paradoxal date des années 50. C'est Michel Jouvet qui a identifié donc cette forme de sommeil et qui l'a nommé paradoxal. Paradoxal parce que, vous voyez, il y a une activité EEG rapide, peu ample. Le cœur aussi a une activité rapide, ainsi que la respiration. Et à côté de ça, il y a une atonie qui est présente. Les anglo-saxons, eux, ont parlé à la même époque, on peut évoquer Kleitman, Azerinsky ou encore Dement, eux ont parlé donc de REM sleep, même à un moment donné il a été question d'emergent state, mais on est resté sur la notion de REM sleep, c'est-à-dire de sommeil avec des mouvements rapides des yeux. Alors évidemment, si on fait la somme, là, je vous ai dit sommeil lent 1h10 à 1h40, sommeil paradoxal 10 à 15 minutes, si on fait la totalité, on est loin des 7h30 en moyenne de sommeil qu'on va observer chez l'humain. Tout simplement parce que en fait, ce qu'on vient de décrire ici, ça correspond à ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Donc on va voir un peu ce qui se passe globalement pendant une nuit. Pendant une nuit, pour voir ce qui se passe, on peut faire ce qu'on appelle un hypnogramme. C'est un graphique qui va restituer justement tout ce qui se passe pendant le sommeil. Notamment, on va voir les différentes formes de sommeil qui vont se succéder. Et on va voir qu'on a donc en moyenne 4 à 6 cycles de sommeil. On parle parfois de trains de sommeil qui vont s'enchaîner. Chaque cycle ou train de sommeil ayant une durée qui varie entre 1h30 et 2 heures. Après, ça dépend des individus. Donc, si on regarde ce qui se passe pendant une nuit de sommeil, on commence par s'endormir. L'endormissement, en règle générale, va survenir vite si on se couche au bon moment, on va dire en moyenne inférieure à 10 minutes. On va tomber à ce moment-là dans un sommeil lent très léger, sommeil de stade 1 qui va durer quelques minutes, puis on va entrer dans un sommeil lent léger, sommeil de stade 2 qui va durer 5 à 15 minutes. Puis ensuite, on continue à plonger dans le sommeil, on entre dans le sommeil lent profond, sommeil de stade 3 pendant 20 à 40 minutes, puis enfin dans le sommeil de stade 4, donc le sommeil lent très profond pendant 20 à 40 minutes. Suite à cet enchaînement des stades du sommeil lent, on va passer en sommeil paradoxal pendant 10 à 15 minutes. Alors, comme je l'ai noté ici, en réalité, on ne passe pas directement d'un sommeil de stade 4 à du sommeil paradoxal. En réalité, il y a une remontée qui va se faire vers le stade 2, et c'est à partir d'un stade 2 qu'on va vraiment entrer en sommeil paradoxal. Donc, sommeil paradoxal, à l'issue du sommeil paradoxal, il y a une phase de latence pendant laquelle il peut y avoir un micro-éveil, ou au contraire, on retombe dans un nouveau cycle avec les différents sommeils qui vont s'enchaîner. Je voudrais noter ici le fait qu'un cycle de sommeil c'est 1h30 à 2 heures, et donc du coup si on regarde globalement ce qui se passe pendant une nuit de sommeil, comme on l'évoquait, c'est 4 à 6 cycles qui vont s'enchaîner. Notons une chose, c'est que donc on a comme ça 4 à 6 cycles qui s'enchaînent, mais ces cycles, ces trains de sommeil ne vont pas forcément tous avoir la même allure. On constate que globalement, en première partie de nuit, il y a le sommeil lent qu'on observe va avoir tendance à être plus profond. En deuxième partie de nuit, le sommeil lent va avoir tendance à être plus léger. Donc les stades 3 et 4 sont moins présents en deuxième partie de nuit. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que le sommeil paradoxal, les durées de sommeil paradoxal ont tendance à augmenter au fur et à mesure de la nuit. Donc le sommeil n'est pas le même, alors ce qu'on peut relier éventuellement à quelques dictons populaires, les heures avant minuit comptent double, effectivement il y a plus de sommeil profond en première partie de nuit qu'en deuxième partie de nuit, en lien aussi justement avec le nictémère, c'est-à-dire le rythme sur 24 heures de l'éveil et du sommeil. D'autre part, ce qu'on peut aussi noter, c'est que la quantité de sommeil et la qualité du sommeil vont changer au cours de la vie. On l'a un petit peu vu pour les questions de quantité de sommeil, pour les questions de qualité de sommeil. On constate que globalement, le sommeil lent a tendance à devenir plus léger. Si on regarde un petit peu comment ça évolue entre l'enfant, l'adulte et puis la personne âgée. Et on voit aussi que la quantité de sommeil paradoxal a tendance à diminuer. En fait, globalement, la quantité de sommeil paradoxal est assez importante chez les jeunes mammifères, et donc c'est le cas aussi chez les humains, et va avoir tendance à diminuer ensuite chez l'adulte et un petit peu chez la personne âgée encore, mais c'est surtout entre le passage entre l'enfant et l'adulte qu'on observe la diminution la plus importante de sommeil paradoxal.
Quelles sont les caractéristiques électroencéphalographiques donc, de ces différents états de vigilance? On va en même temps en profiter pour souligner d'autres caractéristiques, hein, il parlait un peu de polygraphie. Donc pour ce qui est de l'éveil, l'EEG d'éveil se caractérise, on l'a déjà dit, par des ondes de type bêta ou alpha. Bêta si les yeux sont ouverts, alpha si les yeux sont fermés, donc on l'a dit essentiellement au niveau des électrodes qui sont placées en occipital. Pendant le sommeil lent, on observe pendant le sommeil lent très léger de stade 1 des ondes qui sont des ondes θ. Pendant le sommeil lent léger, stade 2, on a toujours des ondes θ et en plus on va avoir d'autres signaux particuliers qu'on appelle les fuseaux de sommeil ou encore les complexes K. Pendant le sommeil lent profond, sommeil de stade 3, le EEG va se caractériser par des ondes delta. On va aussi trouver encore quelques complexes K qui vont avoir tendance à diminuer avec des ondes delta qui vont augmenter. Donc le sommeil lent très profond, sommeil de stade 4, se caractérise lui par la présence d'ondes delta qui sont particulièrement amples et lentes. Alors dans le même temps, pendant ce sommeil lent, on observe, comme on l'a déjà dit, une diminution du tonus musculaire, peu de mouvements des yeux, mais il peut y avoir des mouvements des yeux de façon occasionnelle. L'activité métabolique a tendance à être moins rapide. La température corporelle a tendance à être moins importante. Et au niveau du rythme cardio-respiratoire, comme on l'a dit, le rythme a tendance à diminuer tout en restant assez régulier. Alors j'ai noté une chose qui peut sembler un peu bizarre, il n'y a pas d'érection pendant cette période du sommeil, c'est surtout pour distinguer de ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal, puisque pendant le sommeil paradoxal, il existe une érection, qu'on soit chez le mâle ou la femelle, c'est la même chose. L'EEG pendant le sommeil paradoxal est proche donc de l'EEG d'éveil. On parle souvent d'ondes en dents de scie pour décrire cette EEG, donc assez rapide et peu ample. Le tonus musculaire, on l'a dit, est perdu, il y a une atonie qui est présente. À côté de ça, il y a des mouvements des yeux qui sont importants, d'où le terme de REM, Rapid Eye Movement. On observe une augmentation de l'activité métabolique, une dérégulation de la température du corps et une augmentation du rythme cardio-respiratoire qui tend aussi à une certaine irrégularité. D'où aussi les risques qui peuvent exister quand il y a des pathologies sous-jacentes au niveau cardiaque, notamment en fin de nuit où le sommeil paradoxal est plus long du fait aussi de l'irrégularité qui existe à ce moment-là. C'est là où il peut y avoir des risques d'accident cardiaque. Ce qu'on peut aussi mettre en avant, c'est que finalement, il existe non pas deux états de vigilance, on aurait pu se dire, voilà, il y a l'éveil et le sommeil. En fait, il y a trois états de vigilance différents qui existent, l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Alors, quelles sont les fonctions qu'on va associer à l'état de sommeil? Alors, il y a des inconnus qui subsistent, hein, contrairement à d'autres fonctions. Le fait de manger, ça permet de restituer, de reconstituer les réserves énergétiques. De boire, ça permet de reconstituer les réserves hydriques, ainsi de suite. Le sommeil, ça reste encore assez mystérieux. Alors on peut évoquer le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Il y a tout un tas de théories qui ont été proposées pour le sommeil lent. Certains ont avancé une théorie éthologique. Ce serait moyen de faire passer le temps quand il n'y a plus rien à faire. Ce que certains relient aussi à une théorie protectrice. Finalement, l'organisme qui est dans son terrier et qui n'a plus rien à faire parce que par exemple dehors il fait nuit, va dormir, du coup le temps passe plus vite et en même temps ça le protège puisqu'il dort, il n'est pas tenté de sortir, ce qui ne tient pas forcément avec des organismes qui ne peuvent pas se protéger donc dans un terrier, hein, puisque il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sommeil c'est un état dans lequel l'organisme va présenter une grande vulnérabilité. Si cet état s'est maintenu au cours de l'évolution, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là pendant le sommeil et qui est indispensable au fonctionnement du corps. Alors, la théorie de l'économie de l'énergie a été aussi évoquée. Quand on dort, on a vu le métabolisme tourne un petit peu moins, donc effectivement, on économise de l'énergie, mais finalement, l'énergie économisée n'est pas non plus énorme. Théorie restauratrice, effectivement, quand on dort, quand on se réveille, on se sent restauré, mais qu'est-ce qui est restauré? Est-ce qu'il y a une fonction cellulaire unique? Bon,
c'est assez flou. Néanmoins, durant les années 2010, il y a des observations qui ont été faites et qui ont identifié au sein du système nerveux l'existence d'un système qui a été appelé le système glymphatique. En fait, il n'y a pas de système lymphatique dans le système nerveux, mais il y a donc un élément qui s'en rapproche, enfin quelque chose qui s'en rapproche, qui a été appelé le système glymphatique, qui a été appelé ainsi parce que les cellules gliales vont y participer. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce système glymphatique, il a tendance à être favorisé pendant le sommeil et à ce moment-là, à permettre l'élimination des déchets qui sont accumulés pendant l'éveil. Globalement, le système lymphatique, c'est un système qui va permettre de drainer les liquides qui existent entre les cellules dans des vaisseaux lymphatiques qui vont ensuite retourner au niveau du sang. Là, on a un système, on va dire, un peu analogue qui va se constituer et qui va être, dont l'activité va être favorisée pendant le sommeil lent. Ce qui fait qu'on va pouvoir relier en fait ce sommeil lent à l'évacuation des déchets qui ont été produits durant l'éveil, qui vont pouvoir être évacués du tissu nerveux, qui de cette manière va un petit peu être restauré. Qu'en est-il pour le sommeil paradoxal? Alors le sommeil paradoxal, et c'est le cas d'ailleurs aussi pour le sommeil lent, a été associé à des mécanismes de mémorisation et d'apprentissage. On ne va pas pouvoir apprendre et mémoriser pendant le sommeil, mais pendant le sommeil, eh bien, il y a des processus qui vont favoriser la rétention, on va dire, des apprentissages réalisés pendant les périodes d'éveil. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Il y a probablement un rôle passif du sommeil, puisqu'il ne va pas y avoir d'interférence, que la vitesse d'oubli va avoir tendance à diminuer, donc ça va laisser plus de place aux derniers apprentissages faits avant d'aller se coucher. Et des processus actifs où il existe en fait des phénomènes de consolidation qui vont se produire pendant le sommeil. Et on a pu effectivement constater que les connexions neuronales peuvent se développer, se restaurer et être reliées justement à ces mécanismes d'apprentissage et de mémoire. Alors le sommeil paradoxal a été pas mal relié aussi au développement du système nerveux, en lien avec ce que nous avons évoqué, le fait que globalement les jeunes d'une espèce vont présenter plus de sommeil paradoxal que les adultes de la même espèce. Donc c'est pour ça qu'on a relié cet état de sommeil paradoxal à un état de maturation en fait du système nerveux. Michel Jouvet avait aussi proposé l'hypothèse suivante, c'est que le sommeil paradoxal permettrait ce qu'il avait appelé la répétition des rites de l'espèce, parce qu'en fait, il a constaté que, donc on l'a dit, pendant le sommeil paradoxal, il y a une atonie qui existe. Si on empêche l'atonie de se produire, eh bien, l'organisme qui entre en sommeil paradoxal va d'une certaine manière agir ses rêves. Il va vivre sur un plan moteur ses rêves, s'il n'y a pas cette atonie. Et ce qu'il observe, c'est que les animaux vont présenter des comportements de base de l'espèce. Donc par exemple chez le chat, ça va être faire le gros dos, chasser une souris, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il a fait cette proposition. Ce serait peut-être un moyen, en répétant ces activités motrices, eh bien de les conserver intactes. Et puis il y a aussi des personnes qui disent que le sommeil paradoxal, c'est un état un peu par défaut, parce que pour l'organisme, c'est difficile de maintenir un état de sommeil lent. Du coup, il y a cette bascule qui va se faire vers le sommeil paradoxal. Et à partir de là, on va pouvoir après soit réentrer en sommeil lent, soit au contraire se diriger vers l'éveil. Alors, ce qu'on peut dire globalement, si on veut résumer ce qu'il en est du sommeil, il est très clair que pendant le sommeil, il y a tout un tas de déchets qui sont accumulés pendant l'éveil qui vont pouvoir être évacués du tissu nerveux. Donc, c'est un moment de nettoyage un peu du tissu nerveux. Il a été montré que les connexions neuronales, on l'a dit, vont pouvoir être restaurées, vont pouvoir éventuellement se développer. C'est aussi un état qui semble être à l'origine de renforcement des équilibres aussi bien immunitaires que métaboliques. Et donc il y a une restauration assez générale de l'organisme qui est présente à travers tout ce qu'on vient d'évoquer, donc récupération, préservation de l'énergie qui existe.
Donc ça reste des éléments assez généraux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les rêves? Les rêves sont parfois des mauvais rêves, c'est ce qu'on va appeler donc des cauchemars. Alors ces rêves, ils ont d'abord été associés au sommeil paradoxal, ce qui a amené à qualifier ce sommeil de sommeil des rêves, mais comme on l'a dit, ils se produisent aussi pendant le sommeil lent. Certains disent que les rêves sont comparables aux rêveries, à part qu'on ne sait pas quand on rêve qu'il ne s'agit pas de la réalité, sauf dans un cas particulier, quand on fait des rêves dits extralucides, quand on sait qu'on rêve. Alors il y a énormément de théories, d'hypothèses qui sont proposées autour des rêves, hein, parfois des choses aussi qui s'opposent, donc c'est pour ça qu'on ne va pas trop là s'y attarder. Je voulais juste évoquer une théorie qui a été proposée, qui est la théorie dite de l'activation synthèse, qui est une théorie qui voit les rêves comme correspondant finalement à des sortes d'un peu de décharges intempestives qui vont se faire dans le système nerveux, hein, des décharges assez aléatoires, qui vont faire réémerger des morceaux de souvenirs qui vont constituer donc l'imagerie des rêves. Voilà, c'est une théorie qui s'oppose, on va dire, un peu aux théories freudiennes, avec l'idée qu'à travers les rêves, on peut vivre des interdits. Voilà donc ce qu'on peut dire, mais on ne s'étendra pas trop sur cette question qui est assez peu claire. Alors, intéressons-nous à présent à la formation réticulée, ou FR. La formation réticulée, ça correspond à tout un tas de neurones, hein, qu'on décrit classiquement comme une forme de coulée de neurones, donc une coulée de substance grise qui est présente dans l'ensemble du plancher du tronc cérébral. En fait, cette coulée de neurones est constituée par des neurones qui forment donc un certain nombre d'amas, un certain nombre de noyaux. Ces noyaux, il y en a certains qui sont plutôt en position latérale, d'autres plutôt en position médiale. Globalement, ceux qui sont en position latérale, ce sont des noyaux qui sont plutôt constitués par des neurones de petite taille qui ont des axones assez courts, hein, donc qui réalisent des projections locales et qui vont plutôt être impliqués dans des coordinations de mécanismes réflexes, d'automatisme. Ça peut être des coordinations donc de réflexes viscéraux, par exemple. Ça peut être aussi des automatismes qui impliquent, par exemple, les muscles faciaux avec les mimiques et ainsi de suite. Les noyaux qui se trouvent dans la région médiane, eux vont contenir notamment des neurones de grande taille. Ces neurones de grande taille vont avoir des axones plus longs, donc leurs projections vont être plus distantes. Et ce sont des neurones qui vont pouvoir moduler un certain nombre de systèmes à travers des projections qui sont parfois descendantes, parfois ascendantes. Parmi les projections descendantes, eh bien, on identifie des projections qui contiennent des signaux de modulation, c'est-à-dire qu'il faut imaginer donc au niveau de cette formation réticulée des neurones qui projettent sur des structures sensorielles sous-jacentes et qui vont moduler leur activité. Parmi ces modulations sensorielles, on a par exemple des modulations concernant la nociception ou la douleur. Et il existe aussi des projections descendantes qui vont se faire vers des structures motrices. Hein, on va parler dans ce cas-là de modulation motrice. C'est le cas, par exemple, des formations réticulées excitatrices pontiques et inhibitrices bulbaires qu'on a déjà évoquées dans le chapitre sur la posture, qui vont effectivement pouvoir moduler l'activité des motoneurones. Donc les projections descendantes vont effectuer les modulations sensorielles et motrices, et ces neurones de la formation réticulée vont aussi présenter des projections ascendantes qui vont pouvoir moduler les états de vigilance, et par effet aussi, en modulant les états de vigilance, ça va aussi pouvoir moduler la conscience. Alors, parmi ces noyaux de la formation réticulée, eh bien, on identifie des noyaux et donc des neurones qui vont produire des neurotransmetteurs particuliers. Donc, je vais évoquer certains de ces neurones qui utilisent des neurotransmetteurs alors spécifiques parce que il y a peu de neurones qui vont produire ces types de neurotransmetteurs, et justement, ils ont tendance à être un peu tous dans cette formation réticulée. On va voir qu'il y en a qui sont en dehors de la formation réticulée, donc en dehors du tronc cérébral, mais du coup, sur un plan fonctionnel, on va les relier ensemble. Donc, globalement, on va pouvoir identifier plusieurs systèmes. Un système noradrénergique qui va notamment impliquer une structure qu'on appelle le locus ceruleus, situé donc dans le tronc cérébral. Il y a aussi un système adrénergique qu'on identifie qui implique des neurones qui produisent l'adrénaline, sur lesquels on ne s'étendra pas parce qu'on ne va pas en reparler avec les états de vigilance. Le système dopaminergique, qui est constitué par des neurones qui produisent de la dopamine, qui vont se situer au niveau d'une structure qu'on appelle la substance noire compacte, ou encore l'aire tegmentale ventrale, qui sont des structures qu'on a évoquées dans le chapitre sur les noyaux gris de la base.
Le système sérotoninergique, qui est représenté essentiellement par les noyaux du RAFé. Le système acétylcholinergique, qui est représenté par des neurones qui sont appelés neurones mésopontins. Il y a aussi tout un tas de neurones situés en dehors du tronc cérébral qui forment une structure qu'on appelle le télencéphale basal, avec notamment le noyau basal de Meynert ou encore les noyaux du septum. Et puis, on peut aussi évoquer un système dit histaminergique, qui est situé donc en dehors du tronc cérébral, qui est situé au niveau donc, de l'hypothalamus et qui est constitué par le noyau tubéro-mammillaire ou NTM. Ces éléments étant dits, nous allons pouvoir nous intéresser maintenant à la neurophysiologie des états de vigilance. Alors commençons par évoquer des expériences qui ont été faites avant les années 50, enfin jusqu'aux années 50, qui ont permis de voir un peu évoluer les idées sur le sommeil. Globalement, avant les années 40-50, on est sur une théorie passive du sommeil. Le sommeil est vu quelque chose de passif, qui n'est pas spécifiquement intéressant à étudier. Alors on s'appuie sur les expériences de Bremer qui ont été menées dans les années 30, qui lui-même s'appuie sur des observations qui ont été faites plus tôt, notamment suite à la grippe espagnole qui a été présente après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, Bremer, lui, il constate que quand on fait une section bulbaire, c'est-à-dire une section entre l'encéphale et la moelle épinière, ce qui produit une situation d'encéphale isolée, eh bien, il constate que l'organisme va présenter une alternance d'éveil et de sommeil. Par contre, il constate que quand il réalise une section transcolliculaire, c'est-à-dire entre les collicules supérieures et inférieures, ce qui réalise une situation de cerveau isolé, eh bien dans ce cas-là, il n'observe plus d'éveil chez l'animal, il va observer uniquement un état de sommeil. Donc il en déduit que on observe une absence de sommeil parce que l'encéphale, en tout cas pour les parties les plus rostrales, ne va plus recevoir les informations sensorielles qui arrivent par la moelle épinière et au niveau du tronc cérébral qui est déconnecté, et il en déduit que du coup il y a une plongée passive dans le sommeil qui va se faire. Et le focus va être donc mis sur la compréhension des mécanismes de l'éveil. Dans les années 40, Moruzzi et Magoun vont faire l'observation suivante. Ils constatent que s'ils placent une électrode dans une région particulière de la formation réticulée et qu'ils stimulent cette structure chez un animal qui est endormi, eh bien ça va réveiller l'animal. Ils constatent aussi que si cette même structure est lésée chez un animal, eh bien l'animal va être dans un sommeil qui va persister indéfiniment. Donc, suite à ces observations, ils se disent, on a dû identifier une structure qui est le centre de l'éveil. Ils reprennent les expériences de Bremer et ils notent que, effectivement, dans la situation d'encéphale isolé, où il y a une alternance donc d'éveil et sommeil, eh bien, il y a cette alternance d'éveil et sommeil parce que le centre de l'éveil n'est pas déconnecté. Par contre, dans la situation de cerveau isolé, à ce moment-là, il y a uniquement un sommeil parce que ce centre de l'éveil est déconnecté du cerveau isolé. Et donc, ils en déduisent que donc il y a un centre de l'éveil qui existe et que le sommeil va s'installer quand l'activité de ce centre de l'éveil décline. Ils voient toujours, par contre, une influence possible des informations sensorielles sur ce centre de l'éveil. Dans les années 50, on va changer un peu de point de vue, on va commencer à voir le sommeil comme quelque chose d'actif. Donc c'est Moruzzi qui réalise une expérience dans laquelle il fait une section qu'on va qualifier de section mi-pontique, qui est légèrement caudale à la section transcolliculaire. Donc il produit une situation de cerveau isolé, mais un petit peu moins isolé, puisque la section est un petit peu plus caudale. Et il constate que chez ces organismes, eh bien, il n'y a plus de sommeil, il y a uniquement un éveil. Il y a uniquement un éveil parce que chez ces organismes, le centre de l'éveil est toujours connecté, du coup il va produire un éveil, même s'il ne reçoit plus d'informations sensorielles du tronc cérébral, ce qui lui permet de dire au passage que il n'y a pas besoin spécialement des informations sensorielles pour être maintenu éveillé, même si elles peuvent l'influencer, elles ne sont pas indispensables au maintien de l'éveil. Et il explique le fait qu'il n'y a que de l'éveil, il n'y a plus de sommeil, parce qu'il doit y avoir un centre du sommeil qui a justement été déconnecté dans cette préparation. Donc, finalement, ce qu'il montre, c'est qu'à côté d'un centre de l'éveil, il y a un centre du sommeil,
et que le sommeil, c'est pas quelque chose de passif, ça n'arrive pas parce que l'activité du centre de l'éveil décline, mais parce qu'il y a un centre du sommeil qui va s'emparer activement d'une certaine manière, hein, donc du cerveau éveillé. Alors évidemment, ces notions de centre d'éveil, de centre du sommeil sont dépassées, mais ce qui est intéressant en les citant, c'est de comprendre que ces expériences ont permis de faire évoluer les idées par rapport au sommeil en particulier. Donc on ne parle pas de centre de l'éveil ou de centre du sommeil, on va plutôt parler de réseau, réseau de l'éveil, réseau du sommeil lent, réseau du sommeil paradoxal. Alors, on va essayer justement de voir un petit peu quels sont ces réseaux de manière assez succincte. Et on va commencer par ce qu'on peut appeler le réseau de l'éveil. Parfois, on parle de réseau exécutif de l'éveil. Alors, rappelons pour commencer que pendant l'éveil, il y a une activité électroencéphalographique du cortex qui est désynchronisée, c'est-à-dire une activité rapide et peu ample. Ça veut dire que les neurones thalamocorticaux sont en mode transmission. Ils sont en mode transmission, ils ont un potentiel membranaire proche de leur seuil de dépolarisation. Dès qu'il y a des informations qui leur arrivent, ils vont les relayer vers le cortex. Le cortex va donc présenter une activité désynchronisée. On parle d'activité désynchronisée finalement du télédiencéphale qui va permettre bien au cortex cérébral de réaliser ces activités de l'éveil. Pourquoi les neurones thalamocorticaux sont en mode transmission? Eh bien tout simplement parce que le pacemaker thalamique, donc le noyau réticulaire, est inhibé. Et du coup, puisque le pacemaker est inhibé, les neurones thalamocorticaux, ils ne sont pas en mode burst ou mode bouffée, ils sont bien en mode transmission, ce qu'on a évoqué précédemment. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant les structures de l'éveil? On peut dire que, de manière là aussi assez générale, ce sont des structures qui vont être assez actives hein, pendant l'éveil, qui pour la plupart vont être plutôt silencieuses pendant le sommeil. On constate que si on stimule ces structures, ça va avoir tendance à augmenter transitoirement le niveau d'éveil, et on constate que leur lésion va avoir tendance à diminuer le degré d'éveil, au moins de façon transitoire, avec parfois des exceptions, notamment des structures qui sont les noyaux du Raffet, qui, lorsqu'elles présentent une lésion, vont avoir tendance à laisser place à une insomnie. Alors, si on essaye de lister un petit peu des structures qui appartiennent à ce réseau de l'éveil, on trouve tout un tas de structures au niveau du tronc cérébral. On peut citer par exemple les noyaux mésopontins cholinergiques, le locus ceruleus noradrénergique, les noyaux du Raffet sérotoninergiques. Hein, les noradrénergiques et sérotoninergiques, ce sont des monoamines, donc on peut parler là de noyaux monoaminergiques. Voilà, et puis encore tout un tas d'autres structures. Au niveau du thalamus, on peut évoquer évidemment les neurones thalamocorticaux, mais aussi d'autres neurones qui sont ce qu'on appelle des neurones intralaminaires, qui sont des neurones un peu perdus dans les travées de substances blanches qui existent au niveau du thalamus. Au niveau de l'hypothalamus postérieur, on a aussi des structures, notamment les noyaux tubéro-mamillaires ou NTM qu'on a évoqués tout à l'heure qui sont histaminergiques. On peut aussi évoquer d'autres neurones qui utilisent ce qu'on appelle de l'orexine ou hypocrétine, qu'on n'a pas encore vraiment évoqué. Et puis au niveau du télencéphale, bien évidemment, on peut évoquer le cortex et aussi le télencéphale basal avec donc ce noyau basal de Meynert qui est cholinergique. Avec d'ailleurs une faute hein, qui figure ici, c'est noyau basal et pas base de Meynert. J'avais oublié de le signaler. Alors, en fait, globalement, si on essaie de dire les choses de façon vraiment très, très succincte, on peut dire qu'il y a deux voies qui se dessinent au sein du réseau de l'éveil. Une voie qu'on va qualifier de voie réticulo-thalamocorticale qui part de la formation réticulée, qui projette vers les neurones thalamocorticaux puis vers le cortex, et puis une voie réticulo-hypothalamo-corticale qui part de la formation réticulée, qui passe par l'hypothalamus postérieur, sans passer par les neurones thalamocorticaux et qui projette directement sur le cortex cérébral. Avec d'autres structures qui vont être présentes, donc c'est vraiment pour dire un mot très succinct là, sur ces voies qui en réalité sont plus complexes. On a donné une illustration dans le cours, elle-même simplifiée par rapport à la réalité. Alors évidemment, il y a tout un tas d'autres structures qui vont aussi moduler l'éveil. On peut évoquer les afférences sensorielles hein, qui vont moduler l'état d'éveil et produire aussi une forme d'éveil sensoriel. On peut évoquer aussi le système dopaminergique nigrostrié qui a été présenté dans le chapitre sur les noyaux gris de la base et qui va être à l'origine d'adaptations à la fois motrices et cognitives à l'éveil. On peut évoquer aussi un système qu'on peut qualifier de bulbaire qui va permettre de réaliser tout un
tout un tas d'adaptations végétatives nécessaires à l'état d'éveil, faire en sorte que effectivement toute l'activité végétative de l'organisme s'accorde à ce qui est réalisé pendant l'état d'éveil. On peut aussi évoquer tout un ensemble de systèmes peptidergiques qui vont jouer un rôle de modulateur. Pour ce qui est du sommeil lent, SL, on peut déjà rappeler que l'activité EEG pendant le sommeil lent est une activité synchronisée, donc on a un EEG lent et ample. Les neurones thalamocorticaux vont être à ce moment-là en mode burst, c'est ce qui va donner cet EEG lent et ample. Donc ils sont en mode burst, ça veut dire que les informations vont pouvoir atteindre le cortex seulement par bouffée, par moment, et c'est ce qui fait que l'activité donc du télédiencéphale est synchronisée. Pourquoi on est en mode burst? Eh bien parce qu'à ce moment-là, le pacemaker thalamique, ce fameux noyau réticulaire, est désinhibé et il va donc imposer ce rythme particulier aux neurones thalamocorticaux, ce rythme qui est imposé via une hyperpolarisation des neurones thalamocorticaux, qui ne peuvent pas être en mode transmission, mais qui vont être donc en mode burst ou mode bouffée. Donc ça veut dire... Alors oui, avant de détailler un peu ce qui se passe, on peut dire que pour que le sommeil lent s'installe, donc il est indispensable qu'il y ait une inhibition des neurones de l'éveil, en tout cas des réseaux de neurones impliqués dans l'éveil, qu'il y ait une activation des réseaux de neurones impliqués dans le sommeil lent, et ce qui est aussi important, c'est que l'environnement soit sécurisé. En fait, l'éveil va rester prioritaire tant qu'on n'est pas dans un environnement sécurisé, du moins jusqu'à un certain point, puisque le sommeil finira tôt ou tard par s'installer. Alors, il y a plusieurs théories qui tentent d'expliquer justement cette bascule qui va se faire depuis l'éveil vers le sommeil lent. Il y a notamment une théorie qui s'appelle la théorie sérotoninergique du sommeil, qui part pour la comprendre, il faut partir de structures qui appartiennent au réseau de l'éveil, qui sont les noyaux du RAFé, qui sont sérotoninergiques, qui produisent donc de la sérotonine, et cette sérotonine va avoir pour effet... Alors, on ne sait pas précisément comment ça se passe, mais peut-être que c'est l'accumulation de la sérotonine qui va faire que globalement, ça va activer des structures qui se trouvent au niveau de l'hypothalamus antérieur, et notamment qui correspondent au VLPO, c'est-à-dire le noyau ventrolatéral préoptique, qui est une structure qui appartient au réseau du sommeil lent, qui va s'activer, et en s'activant, elle va inhiber l'hypothalamus postérieur, qui est une structure de l'éveil. Donc cet hypothalamus postérieur va être inhibé, et finalement, plus largement, c'est tout le réseau de l'éveil qui va être inhibé. Le fait qu'il y ait cette inhibition du réseau de l'éveil, ça va permettre de désinhiber le fameux pacemaker thalamique, le fameux noyau réticulaire qui appartient au réseau du sommeil lent, qui va, en s'activant, avoir cette activité particulière, cet effet particulier sur les neurones thalamocorticaux. Il va les faire basculer en mode bouffée ou mode burst, si bien qu'on va observer au final une activité synchronisée du cortex. Alors globalement, on parle plus maintenant d'un système un peu flip-flop, qui est une sorte de balance entre, d'une part, le VLPO et puis notamment les réseaux monoaminergiques de l'éveil, avec une bascule qui va pouvoir se faire et qui va être à l'origine de ce passage en fait relativement rapide de l'éveil vers le sommeil. Après, il y a plein d'autres théories qui existent, notamment tout un tas de théories peptidergiques du sommeil, avec différentes substances qui ont été identifiées comme hypnogènes. On peut évoquer le GABA, l'adénosine, qui a produit une dégradation de l'ATP, tout un tas de molécules du système immunitaire auxquelles on a pu associer un effet hypnogène, mais c'est le cas aussi des fois de substances qui sont produites par des pathogènes eux-mêmes. On peut aussi évoquer la mélatonine, qui est aussi appelée l'hormone Dracula, qui est produite par l'épiphyse, qui n'est pas vraiment une substance hypnogène, qui est plutôt une substance qui va surtout permettre à l'organisme de se recaler quand il y a un décalage, quand le sommeil par exemple survient un peu tardivement, quand il y a un jet lag. C'est une substance qui peut aider à se recaler, mais qui n'a pas un effet spécifique par exemple sur des problèmes d'insomnie. Et qui va plutôt avoir des effets en fait chez la personne âgée, pour des soucis aussi de sommeil qui sont des sommeils un peu plus légers, un peu moins calés dans le nictémère. Alors, il nous reste le réseau du sommeil paradoxal à envisager. Notons que le sommeil paradoxal va apparaître quand les systèmes monoaminergiques de l'éveil
vont s'inactiver. Quand les noyaux mésopontins cholinergiques de l'éveil, eux, vont se réactiver, hein, c'est des structures voilà, qui font partie du réseau exécutif de l'éveil, mais qui vont s'activer pendant le sommeil paradoxal. Il y a aussi tout un tas de neurones qui vont être situés dans le tronc cérébral, qui vont constituer le réseau du sommeil paradoxal et qui vont s'activer durant le sommeil paradoxal, qui vont être à l'origine du sommeil paradoxal. Et on peut aussi noter ce qu'il en est pour ce fameux noyau réticulaire, ce pacemaker thalamique qui appartient au réseau du sommeil lent. Eh bien, il va s'inactiver pendant le sommeil paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'on observe pendant le sommeil paradoxal? Plusieurs éléments qui sont listés ici, à commencer par une activité EEG au niveau du cortex qui est désynchronisée, c'est-à-dire un rythme rapide et peu ample, qui s'explique parce que les neurones thalamocorticaux, qui jusque-là étaient en mode burst, on était en sommeil lent, là vont passer en mode transmission. Et du coup, ils vont relayer les informations vers le cortex. Ça veut dire qu'on va effectivement bien avoir une activité désynchronisée du télédiencéphale. Ces neurones thalamocorticaux, ils passent donc en mode transmission parce que le pacemaker thalamique va être inhibé, et il l'est par des neurones du système du sommeil paradoxal qui s'activent, mais aussi par le fait que les noyaux mésopontins cholinergiques qui appartiennent au réseau de l'éveil vont avoir tendance à inhiber ce pacemaker. Donc il y a tout un tas d'éléments finalement qui expliquent cette activité EEG du cortex qui change, hein, puisque là on entre dans le sommeil paradoxal. Alors une érection s'observe, on ne sait pas très bien la comprendre, on a relié en tout cas à certaines activités au niveau de l'hypothalamus. Il existe aussi une atonie. Alors l'atonie, on l'explique un peu de la façon suivante. Il y a donc ces neurones qui appartiennent au réseau du sommeil paradoxal qui vont s'activer, et en s'activant, ils vont activer une structure qu'on appelle le locus ceruleus alpha, ou encore le périlocus ceruleus. C'est une petite structure qui est proche en fait du locus ceruleus alpha. Normalement, le locus ceruleus alpha inhibe le locus ceruleus alpha est proche du locus ceruleus tout court, et donc normalement le locus ceruleus inhibe le locus ceruleus alpha, mais à ce moment-là, on est dans une situation où justement le locus ceruleus n'est plus actif, du coup il cesse d'inhiber le locus ceruleus alpha. Et ce locus ceruleus alpha, du coup, il est plus inhibé, en plus, il est activé, donc du coup, il va fonctionner, et à son tour, il va agir sur des structures, notamment sur la formation réticulée inhibitrice bulbaire, qui va envoyer des signaux inhibiteurs vers les motoneurones. Du coup, inhibition des motoneurones, et du coup, perte du tonus musculaire, d'où l'atonie qui s'installe. Alors notons une chose, c'est que si on fait une stimulation du locus ceruleus alpha chez un animal éveillé, eh bien il va perdre son tonus musculaire. Donc il y a une atonie qui va s'installer. Si il y a chez un animal une lésion du locus ceruleus alpha, eh bien quand l'animal va dormir, au moment où il va passer en sommeil paradoxal, il va y avoir une activité motrice qui va se produire parce qu'il n'y a pas d'atomie. C'est ce qu'on évoquait précédemment quand on évoquait l'hypothèse de Michel Jouvet concernant le sommeil paradoxal, donc l'hypothèse de répétition des rites de l'espèce, hein, puisqu'il y a une activité motrice donc liée au rêve qui se produit. Liée au rêve, puisque initialement le sommeil paradoxal avait été qualifié de sommeil des rêves. Concernant ce sommeil paradoxal, on peut souligner une dernière chose qui amène les anglo-saxons à le qualifier de REM sleep, c'est la présence des mouvements oculaires. Ces mouvements oculaires sont reliés à l'existence donc d'une activité de certains de ces neurones qui appartiennent au réseau du sommeil paradoxal qui, en s'activant, vont stimuler des motoneurones, des noyaux oculomoteurs qui vont stimuler les muscles des yeux et amener les yeux à faire des mouvements. On sait que ces neurones du sommeil paradoxal, ils stimulent donc les motoneurones des muscles des yeux. Ils peuvent aussi envoyer des stimulations vers des motoneurones situés dans la moelle épinière. C'est ce qui fait qu'à côté des mouvements oculaires, il peut y avoir parfois des petits soubresauts un peu du corps qui peuvent s'observer, puisqu'il y a une forme un peu de concurrence entre l'atonie et puis ces mouvements qui s'observent. Mais c'est quand même globalement l'atonie qui l'emporte, avec parfois des brefs retours de tonus qui vont se manifester par ces espèces de soubresauts qu'on va essentiellement observer au niveau des membres.
D'autre part, il a été noté que ces mouvements oculaires se produisent en même temps que des signaux qu'on peut enregistrer. Alors chez l'animal essentiellement, puisque pour les enregistrer, il faut placer les électrodes directement sur le tissu nerveux, c'est ce qu'on appelle des points de PGO, donc des points de ponto-géniculo-occipital, voilà, qu'on observe de façon synchrone au mouvement des yeux. Alors, terminons concernant le sommeil avec quelques troubles du sommeil que on ne va pas vraiment détailler, je vais juste les nommer et donner une grande ligne de caractéristiques pour que ce soit plus résumé que ce qu'on a pu dire durant le cours. Concernant ces troubles du sommeil, donc déjà ces troubles peuvent avoir une cause interne, hein, ça peut être par exemple un dysfonctionnement de certains réseaux de neurones, ça peut être une cause externe, par exemple l'exposition à des écrans qui va faire que le besoin de dormir va survenir plus tardivement. D'autre part, les troubles du sommeil peuvent être aussi des symptômes d'autres troubles. Et enfin, ces troubles du sommeil sont classés de façon assez diverse et variée. Il y a plusieurs classifications qui existent. On va dire la façon la plus simple de les appréhender, c'est de les envisager en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle globalement les dysomnies, qui se caractérisent essentiellement par des problèmes concernant la qualité, la quantité de sommeil, c'est typiquement les insomnies, hypersomnies. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les parasomnies. Alors les parasomnies, on peut les présenter comme étant des phénomènes un peu bizarres, donc des phénomènes anormaux ou étranges qui vont se produire pendant le sommeil. Parfois, les parasomnies sont qualifiées d'éveil partiel. Donc on va présenter un peu pêle-mêle un certain nombre de troubles. Donc l'insomnie, hein, donc le fait d'avoir des difficultés à dormir assez peu, avoir un sommeil donc, qui est fragmenté, ce qui va se traduire aussi par des somnolences durant la journée. L'hypersomnie, c'est l'inverse, c'est la tendance à beaucoup trop dormir durant une journée de sommeil, hein, avec aussi des somnolences qui vont être présentes. Donc les somnolences, voilà, qui sont des moments où on a envie de dormir, à des moments où a priori on est plutôt censé être éveillé. Autre trouble du sommeil, la narcolepsie. La narcolepsie, c'est le fait que on peut passer directement d'un état d'éveil à un état de sommeil paradoxal. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va aussi brutalement avoir cette perte de tonus musculaire qui peut poser problème puisque la personne peut littéralement s'effondrer puisque de l'éveil, elle peut entrer en sommeil paradoxal. Les paralysies du sommeil, hein, c'est le fait de s'éveiller d'une période de sommeil, mais de ne pas avoir tout de suite un retour du tonus musculaire. Donc la personne est éveillée, est consciente, mais paralysée, puisque il y a encore, l'atonie se prolonge au-delà de ce qu'elle devrait. Ce qui peut survenir chez des personnes qui présentent une narcolepsie, mais aussi chez des personnes qui n'en ont pas sans que ce soit pathologique. On peut observer ce qu'on appelle aussi un sommeil paradoxal sans atonie. C'est le cas que j'évoquais tout à l'heure avec l'animal. On parlait justement d'un animal endormi qui présente une lésion du locus coeruleus alpha et qui va présenter une activité motrice pendant le sommeil paradoxal. C'est typiquement là ce qui se passe ici, ce qui dans ce cas-là est relié à une lésion donc, du système nerveux. On peut évoquer les cauchemars qui peuvent survenir à la fois pendant le sommeil paradoxal et pendant le sommeil lent, mais en règle générale, donc les rêves surviennent pendant ces deux phases, mais les cauchemars vont plus spécifiquement survenir pendant le sommeil paradoxal, où les rêves sont en général un peu plus riches. C'est globalement ce qui est décrit dans la littérature par les personnes qui s'intéressent aux rêves. On peut avoir des troubles qu'on qualifie de terreur nocturne, qui sont des troubles plus fréquents chez l'enfant, qui sont pas graves du tout. Ces terreurs nocturnes, c'est des troubles qui vont survenir plutôt pendant les phases, les stades 3 et 4 de sommeil lent, qui vont se manifester par le fait que l'enfant, pour les personnes extérieures, va sembler s'éveiller de son sommeil de façon assez soudaine et brutale, mais il va être plutôt, on va dire, érythrosique, un peu rouge. À ce moment-là, en fait, on est plutôt sur des manifestations qui correspondent à une activité orthosympathique importante avec un rythme respiratoire, un rythme cardiaque plus élevé, l'enfant qui peut repousser les personnes qui essayent de s'occuper de lui, alors qu'il est en fait toujours en train de dormir, hein, donc ça peut durer jusqu'à une vingtaine de minutes, mais en règle générale, voilà, il va se rendormir, il n'y a aucun souvenir le lendemain. Donc c'est plus terrifiant pour les personnes qui se trouvent autour, mais pas pour la personne qui vit la terreur nocturne. On peut évoquer le somnambulisme. Le somnambulisme, pareil, survient pendant les stades 3 et 4 du sommeil.
Là aussi, finalement, la personne, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, alors par contre, elle n'est pas érythrozyte, elle a plutôt tendance à avoir même le teint pâle, et la personne va déambuler. Donc là aussi, la personne n'est pas consciente, elle se souviendra de rien le lendemain. Il faut juste faire attention à ce que la personne se fasse pas de mal quand elle déambule. Concernant ces troubles du sommeil, on peut évoquer aussi ce qu'on appelle les hallucinations donc hypnagogiques ou hypnopompiques. Les hallucinations hypnagogiques, c'est des hallucinations auditives ou visuelles qui peuvent se produire à l'endormissement, et les hallucinations hypnopompiques, elles, vont se produire au réveil. C'est pas grave non plus, par contre ça peut être impressionnant et ça peut être à l'origine de peur d'aller se coucher si on a eu par exemple des hallucinations à l'endormissement. Voilà, ça peut générer une peur du sommeil, mais sinon en soi c'est pas quelque chose de grave. L'énurésie, c'est le fait donc d'uriner pendant le sommeil. Une fois que des explorations physiologiques ont été faites et montrent qu'il n'y a pas de soucis particuliers, c'est un trouble qui finit par disparaître la plupart du temps. Le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents pendant le sommeil, avec le risque qui est d'abîmer les dents, d'avoir des douleurs aussi au niveau de l'articulation de la mâchoire. La somniloquie, c'est le fait de parler durant le sommeil. Les ronflements, c'est le fait que l'air va faire vibrer certaines structures de la gorge quand il circule, ce qui va surtout déranger la personne qui partage le lit. Après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des apnées du sommeil, mais c'est pas parce qu'il y a des ronflements qu'il y a des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, c'est des véritables moments d'apnée où la personne va en fait cesser de respirer. Le fait de cesser de respirer, ça va l'éveiller, mais en fait, ça va créer des micro-éveils, ce qui fait que c'est des personnes qui vont tout le temps rester dans un sommeil lent, léger. Donc le sommeil sera absolument pas réparateur, et donc c'est des personnes qui vont avoir des somnolences diurnes, qui vont être vraiment très, très fatiguées. Et dans ce cas-là, on peut utiliser un appareil qui va permettre de restaurer une bonne oxygénation pendant le sommeil et qui va faire disparaître tous ces troubles comme les somnolences. On peut évoquer le syndrome des jambes sans repos, ce qu'on appelle aussi des impatiences, qui sont des phénomènes qui vont survenir plutôt au moment de l'endormissement, avec donc les personnes qui vont avoir des ressentis un peu de fourmillement dans les jambes, le besoin de bouger les jambes, de les masser, de marcher en fait pour faire passer ces sensations désagréables. Et puis j'ai mis 3 petits points, il y a tout un tas d'autres troubles du sommeil qui existent. On peut évoquer jactatio capitis nocturna, c'est des rythmies, des mouvements rythmiques qui vont survenir pendant le sommeil. Il y a aussi des éveils confusionnels qui existent. On peut observer des myoclonies dans l'endormissement. Enfin, il y a tout un tas d'autres troubles qu'on pourrait décrire, qu'on laisse ici de côté. Et nous allons terminer sur la question des niveaux de conscience, et pour cela tenter de définir de façon extrêmement succincte la conscience, qui est une thématique qui a été abordée par plein de domaines, que ce soit dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la philosophie, de la psychologie. Donc ce qu'on va dire, c'est que, pour la définir simplement, c'est que la conscience, c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer à un être vivant. Alors, la première chose pour dire qu'une personne est consciente ou non, c'est que la personne soit vivante. Et c'est un peu ce que j'ai évoqué au début quand on a défini le sommeil et l'éveil. Je vous ai dit, finalement, quand j'ai parlé de conscience, je vous ai dit on peut remplacer conscience par connaissance. On peut se dire qu'effectivement, la conscience, ça implique une faculté de connaissance de soi et connaissance de l'environnement. Ce qui implique, sur un plan pratico-pratique, une personne consciente va être capable de répondre de façon adéquate à des stimulations qui sont réalisées. Alors on va voir que la définition qui peut être donnée peut être simple, mais évidemment ça suscite des questionnements. Et en fait la notion de conscience, elle va un peu recouvrir, être un peu à cheval sur 2 notions qui sont la notion de vigilance. La vigilance, c'est ce dont nous venons de parler, donc l'état d'éveil, de sommeil. Donc là, on va parler de vigilance au sens éveil. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent wakefulness, arousal, consciousness. Donc on est sur une définition vraiment plus physiologique, et la vigilance, l'éveil en particulier, va dépendre justement des réseaux impliqués dans la vigilance, réseau de l'éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal, en particulier réseau de l'éveil s'il est question d'éveil. D'autre part, la notion de conscience recouvre aussi la notion d'attention, d'interaction possible justement de l'organisme avec tout ce qui se passe. C'est ce que les anglo-saxons vont plus particulièrement appeler l'awareness. On peut parler de prise de conscience, d'actes cognitifs, de contenu de la conscience. On est
sur quelque chose qui est plus de définition mentale. Et cette capacité d'attention, d'interaction, ces contenus de la conscience vont plus dépendre de l'activité de tout un tas de neurones qui vont constituer un réseau qu'on qualifie classiquement de réseau fronto-pariétal qui implique les deux hémisphères cérébraux. Alors, pour que ce soit peut-être un petit peu plus pertinent ce qu'on dit là, on peut dire la chose suivante, c'est que globalement, chez une personne normale au sens statistique, eh bien, quand on est vigilant, quand on est éveillé, eh bien, on va pouvoir être conscient. C'est-à-dire que la vigilance va évoluer, on va passer de l'éveil au sommeil, en même temps que la conscience va évoluer. Quand on est éveillé, on est conscient, on est capable d'attention. Quand on est endormi, eh bien, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de connaissance, on n'est plus capable d'attention sur ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est ce que j'évoque ici. Et on peut se pencher sur certaines situations. Qu'est-ce qui se passe si l'activité de l'encéphale cesse? C'est assez simple, dans ce cas-là, on est dans un état de mort cérébrale. Qu'est-ce qui se passe par contre maintenant s'il y a simplement une lésion du réseau de l'éveil? S'il y a une lésion du réseau de l'éveil, eh bien la vigilance, l'éveil va être aboli. Donc ça abolit l'éveil. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'éveil, il ne peut pas y avoir de conscience, il n'y a pas d'attention qui est possible. Ça veut dire que la personne sera dans un état inconscient chronique, ce qu'on peut éventuellement appeler un coma chronique. Si par contre, on a une lésion étendue du cortex, ce qu'on peut appeler une décortication, à ce moment-là, les réseaux de l'éveil, qui vont essentiellement impliquer des structures sous-corticales, vont pas être impactés. Donc l'éveil ne va pas être aboli. On va continuer à observer des cycles d'éveil-sommeil. Par contre, le versant, on va dire, attention-interaction de la conscience va lui être impacté, puisqu'il implique des structures qui sont situées au niveau du cortex cérébral. Donc ça veut dire que la conscience-attention est plus ou moins abolie. Ça veut dire que la personne va être, alors soit dans un état végétatif permanent, ce qu'on appelle maintenant le syndrome d'éveil non répondant, ça veut dire que l'état de conscience, l'état d'attention est aboli, mais néanmoins, la personne peut présenter des cycles éveil-sommeil. Elle peut donc parfois être éveillée tout en étant inconsciente et parfois endormie, et donc là endormie en étant effectivement inconsciente. Parfois, c'est aussi ce qui peut s'observer dans certaines situations d'épilepsie, dans des situations de somnambulisme. C'est pour ça que parfois, je vous avais dit, les parasomnies ici sont parfois qualifiés d'éveil partiel. Effectivement, c'est ce qui se passe pendant le somnambulisme. Il y a une forme d'éveil partiel, c'est que la personne va être partiellement éveillée, mais il n'y a pas de conscience qui est présente. Donc c'est ce qu'on observe aussi dans certaines situations d'épilepsie. Mais dans ce cas-là, évidemment, là je parle du somnambulisme ici, mais il n'y a pas de lésion qui s'observe dans le somnambulisme. Et donc, si je reprends là l'exemple que je prenais, donc le cas d'une décortication donc plus ou moins importante, eh bien, si elle est pas trop importante, la personne peut présenter ce qu'on appelle un état de conscience minimale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fluctuations de la conscience, de l'attention donc de la personne. Parfois, la personne est éveillée mais inconsciente, pas d'attention possible, puis parfois, il y a un petit peu d'attention qui est là. Et puis, à côté de ça, on peut évoquer des lésions qui ne vont pas impacter le réseau de l'éveil, qui ne vont pas non plus impacter le réseau de la conscience et de l'attention. Ça veut dire que l'éveil n'est pas aboli, la personne va présenter des cycles éveil-sommeil, et la conscience-attention, au sens attention, ne va pas non plus être abolie. Par contre, suivant l'endroit où va siéger la lésion, on peut se retrouver dans une situation suivante, c'est-à-dire que la personne va être éveillée, va être complètement consciente, mais ne va pas pouvoir répondre à une stimulation. Si on lui demande d'attraper un objet qu'on lui tend, elle ne va pas pouvoir l'attraper. Si on lui demande de prononcer son nom, elle ne va pas pouvoir le prononcer parce que la personne est paralysée. C'est dans ce cas-là une situation qu'on appelle le LIS ou Locked-in Syndrome, ou encore syndrome d'enfermement. Voilà, la personne va passer par des cycles éveil-sommeil, donc va avoir un niveau de conscience qui est le même que celui d'une personne qui ne présente pas de lésion, simplement c'est au niveau moteur qu'il n'y a plus de possibilité d'agir. Ce qui fait que, dire que la conscience, on essaie de la définir à un niveau pratique par la capacité de la personne à répondre de façon adéquate à des stimulations qui sont proposées, effectivement, s'il y a une paralysie motrice, la personne ne peut pas y répondre, c'est pas parce qu'elle n'est pas consciente, c'est parce que sur le plan moteur, ça fonctionne. Ça montre que c'est pas si simple que ça de définir au final ce qu'est cette conscience. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette carte mentale qui portait donc sur les états de vigilance et sur ces quelques remarques sur la conscience. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine carte mentale.